On parle beaucoup d'éveil spirituel, d'amour inconditionnel, de conscience 5D, mais très rarement de ce qui se passe réellement dans le cerveau, dans le système nerveux et le corps quand une conscience s'élève. L'éveil n'est ni une croyance, ni une fuite du réel, ni une idéologie spirituelle. C'est purement un processus physique avec éventuellement une décision en amont. Ça ne se crée pas comme ça. C'est un processus neuro-psychophysiologique mesurable qui transforme notre manière d'aimer, notre manière de percevoir la réalité, notre rapport à nous-mêmes et notre relation aux autres et à la vie. Et du coup, ça transforme notre réalité et nos sentiments profonds, évidemment. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer pourquoi l'amour inconditionnel est un puissant levier de transformation cérébrale, pourquoi l'altruisme seul ne suffit pas, pourquoi le travail intérieur est indispensable et comment tout cela mène progressivement à une conscience de l'unité vécue et incarnée. Donc l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une émotion, c'est un état neurologique. On confond souvent amour inconditionnel et sacrifice. En réalité, l'amour inconditionnel est un état de cohérence neuro-émotionnelle. Ce qui se passe dans le cerveau. Les recherches en neurosciences, issues notamment d'études sur la méditation de la bienveillance, donc qui amènent exactement les mêmes résultats, qui a des résultats similaires, sauf que la méditation de bienveillance, ça peut apporter des résultats momentanés tant que vous la faites. Voilà. Et l'autocompassion montre donc que lorsque l'amour est maintenu sans attente, plusieurs structures se modifient. Donc j'ai utilisé en fait les résultats de ces recherches sur la méditation de bienveillance et sur l'autocompassion. En fait, alors que moi je n'ai jamais médité, j'ai vécu un parcours flamme jumelle où j'ai aimé de manière inconditionnelle en fait, et donc ça donne les mêmes résultats, mais par contre, il y a quand même tout un processus à faire à l'intérieur de soi. C'est pas juste aimer inconditionnellement quelqu'un va vous faire monter dans les vibrations, ça c'est clair, et déclencher quelque chose, c'est soit vous le prenez pas, soit vous le faites pas ce parcours. C'est vraiment un choix conscient, en fait, j'ai envie de dire. Alors, le cortex préfrontal, médian et ventral, il est responsable de la régulation émotionnelle, donc ce cortex préfrontal est responsable de la régulation émotionnelle, du sens qu'on donne aux choses, de la capacité de recul, donc regarder à 360 degrés plutôt que à 180 degrés, et de la vision donc globale des choses. C'est-à-dire que quelque part, il va vous permettre d'être à la fois le petit jeu et l'observateur du petit jeu et d'entrer et de sortir comme ça, de façon à prendre du recul sur les choses. Plus ce cortex est actif et épais, plus la personne comprend ses émotions sans s'y identifier, plus elle agit avec discernement et plus elle sort des réactions impulsives. Le cortex orbitofrontal, lui, gère l'intégration émotion-décision, et l'ajustement relationnel. On n'agit plus depuis le manque ou la peur, mais depuis la justesse. Deuxième structure du cerveau impliquée, l'insula. C'est le pont entre le corps, l'émotion et la conscience. L'insula antérieure est une structure clé souvent absente des discours spirituels. Elle est le centre pourtant de la conscience interoceptive, c'est-à-dire les sensations internes. On peut appeler ça aussi conscience phénoménale. Les sensations internes, les émotions subtiles, la cohérence entre les valeurs, les actes et les ressentis. D'où l'alignement, je ressens, je fais avec mes mains, donc c'est le corps, et je pense. L'esprit, l'âme et le corps, en fait. Quand l'amour, la compassion et la gratitude sont cultivés, l'insula s'épaissit, la perception du corps devient plus fine, et il se crée en fait une intelligence émotionnelle et corporelle qui augmente au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on parle de potentiel émotionnel, en fait,
Eh bien, c'est ça, c'est on reconnecte avec cette intelligence, émotionnelle et cette intelligence du corps et même cette intelligence instinctive. Donc on se reconnecte à toutes ces formes d'intelligence que nous avons et non pas seulement l'intelligence, intellectuelle. Ce n'est pas dans la tête, c'est le corps qui devient conscient. C'est ce qui explique l'augmentation accrue de l'intuition, le discernement plus fin, la sensation d'être aligné, parce que c'est fluide dans votre tête et tout est aligné. Il n'y a plus trop de questions à se poser, en fait. Et le sentiment de vérité intérieure, vous savez que c'est juste, vous êtes dans le vrai, dans le juste, dans le vrai moi, pas dans le faux self. Et vous captez des choses qui s'avèrent effectivement être vraies après vérification, hein, bien sûr. Ensuite, la troisième structure, donc on a l'insula, on a le cortex et la troisième structure impliquée, c'est l'amygdale. Et celle-là, elle est pas très, sympa. L'amygdale, c'est sortir de la survie pour entrer dans la paix. Donc l'amygdale, c'est la tour de garde du cerveau. Elle se dit, suis-je en danger? Vais-je être abandonné ou rejeté? Quand une personne vit la peur, l'attente ou l'attachement ou la dépendance affective, l'amygdale est hyperactive. Souvent, l'amygdale, elle s'est développée, elle s'est hyperactivée en raison à des blessures dans l'enfance, donc des blessures, d'abandon, de rejet, etc., de manque de sécurisation de l'enfant, par les parents, notamment par la mère. Ça va créer des blessures, chez l'enfant qui va se sentir abandonné parfois, alors que la maman ne l'a pas forcément abandonné, hein. Imaginez par exemple, un bébé qui pleure, la nuit et la maman ne vient jamais ou le papa ne vient jamais, eh bien, les premières nuits, il va pleurer et après il va arrêter de pleurer. Vous avez remarqué, ça fonctionne. Pour le parent, il est content, il a plus besoin de se lever. Sauf que pour le bébé, ce qui se passe, c'est comme en plus il a pas la conscience de lui-même, il a une conscience que par rapport, au miroir qu'est sa maman, en fait, eh bien, c'est comme s'il y avait une partie de lui qui ne vivait plus, qui ne se reconnaissait pas, en fait. C'est comme si un fragment d'énergie, on pourrait dire, mais une partie de sa conscience, de sa psyché, n'existait pas vraiment ou n'avait pas le droit d'exister, et en tout cas, ça lui donne une sensation de pas mériter, de pas être reconnu. Et ça crée une blessure. Donc le bébé vit ça comme un abandon. Pareil, entre 0 et 15 ans, tout type de perception d'abandon par l'enfant, et ça va très très vite, surtout chez un enfant hypersensible, il suffit que la maman arrive 1 heure en retard ou laisse l'enfant dans un endroit sans lui dire je reviens, etc., et que l'enfant se retrouve quelques heures ou 24 heures ou plusieurs jours, peut-être pas plusieurs jours, mais enfin quelques heures, on va dire, seul, sans avoir été rassuré totalement, eh bien, il va, à ce moment-là, dans le temps qui se passe, à ce moment-là, il se dit, «Ma maman m'abandonne», quoi, clairement, donc du coup, je ne mérite pas, je ne vaux pas l'amour de ma maman, etc. Enfin, il y a vraiment ça crée une blessure et donc ces blessures-là, va falloir aller les guérir et dire la vérité à l'enfant par rapport à ce qui s'est réellement passé, pour, qu'il se rassure, pour que la psyché intérieure soit rassurée. C'est-à-dire que la structure yang, en fait, fasse son job, c'est-à-dire le yang, c'est le masculin, c'est «je te protège», et que l'enfant intérieur, il puisse, s'exprimer à nouveau, s'épanouir, être complètement libre. Ce n'est pas à l'enfant d'assurer sa sécurité, c'est aux parents. Donc votre enfant intérieur qui vit en vous, qui est la joie, qui est, la créativité, l'expression, le lâcher prise total, j'ai envie de dire, eh bien, il a besoin que vous ayez une structure dans votre cerveau, en fait, qui le rassure, qui soit là pour l'encadrer. Vous êtes le rempart de votre enfant intérieur qui va, lui, ensuite pouvoir s'exprimer comme il veut, en fait. Et si les parents n'ont pas joué ce rôle-là dans votre enfance, c'est à vous de le jouer maintenant, en guérissant les blessures éventuellement ou en conscientisant, ça peut suffire aussi, et pour, rassurer votre psyché intérieure, et donc ça va jouer sur l'amygdale qui va devenir de moins en moins active. En fait, vous allez enlever les peurs, et tant que vous vibrez ces blessures et ces sentiments parfois inconscients,
on les met souvent en déni, on ne se rend pas compte tant qu'il n'y a pas une nuit noire de l'âme qui fait remonter les sentiments profonds intérieurs de la psyché, on s'en rend pas forcément compte. Mais tant qu'ils sont là, ils sont en vous, en fait, et ils vont attirer, entre guillemets, des situations pour être ressenties à nouveau au niveau conscient, de façon à ce que vous les travaillez. C'est-à-dire, la psyché est extrêmement bien faite, la conscience est une machine parfaitement imbriquée qui vous permet, en fait, de projeter des situations qui vont vous amener à des sentiments cachés et profonds, de façon à ce que vous les mettiez en lumière afin de les apaiser, de les purifier, entre guillemets. C'est ce que j'appelle une purification de l'esprit, c'est on enlève toutes les fréquences parasites, donc toutes les émotions de basse fréquence. Personnellement, je me suis amusée à les enlever. Parce que à les enlever, ça veut dire les intégrer, c'est-à-dire je les fais coexister avec les sentiments positifs, mais en vrai, je les ai un peu éliminés parce que j'ai plus de réaction émotionnelle, de peur, de frustration, de colère, de voilà, de chagrin, de je sais pas quoi. J'en ai plus, j'ai plus j'appelle ça des mécanismes automatiques en fait. C'est hop, il se passe un truc et hop, tout de suite on va soit rentrer dans la colère parce qu'il y a une blessure derrière et il y a une peur en général. La peur est vraiment le fléau numéro un. C'est derrière chaque type d'émotion, type tristesse ou colère. Et donc en nettoyant ça, en guérissant ça, bah du coup, au départ, on peut réattirer des situations du même genre, mais on va plus avoir les réactions émotionnelles et après on n'attire plus carrément ces situations-là. En fait, c'est notre réalité change au fur et à mesure de nos prises de conscience. Je le dis ici, mais un parcours de prise de conscience, donc de réveil de la conscience vers le soi, peut aller extrêmement vite. Ce n'est pas, il faut arrêter d'avoir ces croyances limitantes. Oh, ça prend du temps. Non, c'est faux parce que c'est une question de prise de conscience. Je peux vous dire que je suis restée parfois plusieurs mois bloquée sur le même truc. Et un jour, j'ai fait une prise de conscience et là, hop, j'ai switché ma conscience sur une autre base, sur une autre structure en fait. Donc ma perception a changé, du coup mon sentiment intérieur a changé et donc ma réalité a changé. Elle s'est alignée avec ce que je vibrais, avec ce que je ressentais. Donc c'est pas une question de temps du tout, c'est une question de compréhension, de décision. Où vous voulez aller, où vous mettez votre but en termes de votre personnalité et votre conscience, tout simplement, et de ce que vous voulez ressentir. Ok? Donc, on revient sur l'amygdale qui vibre entre guillemets la peur, l'attente, l'attachement, les dépendances. Les pratiques du coup pour réduire l'activité de cette amygdale, ça va être la gratitude, l'amour sans attente, donc l'amour altruiste, l'amour inconditionnel, et la compassion pour soi et pour l'autre. Donc la gratitude, on en parle beaucoup. Quand on est dans la gratitude, ah bah oui, effectivement, ça, en fait, pourquoi ça monte nos vibrations, en fait, tout simplement. On est dans le remerciement, donc on commence à aborder des filtres de perception qui vont être extrêmement positifs, en fait. Donc plus on est dans la gratitude, mais sincère, évidemment, et plus votre vie va être super agréable, en fait. Et plus vous allez vous sentir dans un sentiment ça crée une forme de grâce, en fait, cette gratitude. Comment cultiver la gratitude? Vous allez me dire, s'il n'y a rien dans votre vie qui donne envie de remercier, eh bien, vous prenez des choses basiques. Vous respirez, vous êtes en vie, vous avez 2 bras et 2 jambes, par exemple. Voilà. Il y en a, ils sont cul-de-jatte, il y en a, ils ont perdu un bras, il y en a, ils sont dans des souffrances pas possibles. Si vous n'avez pas ça, au moins vous vous servez de ça. Si vous avez ça, bah, vous trouvez autre chose. Soit vous avez un enfant, soit vous avez, vous respirez, voilà. Ça, tout le monde respire, on peut pas se tromper là-dessus. Donc vous êtes en vie, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et il n'y a rien qui reste de façon similaire toute une vie, ce n'est pas possible. C'est juste parce que vous n'avez pas fait des prises de conscience. Donc grâce à la prise de conscience, vous allez évoluer, donc vous allez changer votre état intérieur. Et donc la gratitude, c'est vraiment remercier pour ce que vous avez déjà, et commencer presque à remercier
pour ce que vous allez avoir, si tant est que vous avez envie d'avoir des choses, sans projeter le comment et le quand ça va se faire, mais essayez de croire en vous. Pourquoi les prières fonctionnent? Une prière, ça fonctionne, pas parce qu'il y a un Dieu qui va se dire, «Ah bah lui, il prie 10 fois par jour, allez, je vais commencer à l'aider un peu, on va lui envoyer des bonnes choses». Non, c'est pas comme ça, il y a pas de Dieu extérieur du tout, hein. Tout part de nous, donc ne comptez sur personne d'autre que vous pour faire ce chemin. Par contre, vous pouvez vous faire aider et guider, ça c'est clair, hein, ça va beaucoup plus vite en étant guidé par quelqu'un, mais c'est pas un truc extérieur qui va vous faire les prises de conscience, c'est votre cerveau lui-même qui va faire les prises de conscience. Hem, la gratitude, c'est, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi la prière fonctionne? Parce qu'en fait, quand vous priez, vous demandez un truc, donc déjà vous émettez une intention. Donc déjà vous commencez à mettre une direction, pour, votre réalité et pour votre conscience. Et en général, une prière qui fonctionne, c'est pas: «Je demande, à avoir ça» ou quoi. C'est, comme la loi d'attraction le dit. Bon, la loi d'attraction, c'est pas tout à fait correct, mais enfin, c'est vrai que ça fonctionne quand on est dans un sentiment profond et qu'on a eu une prise de conscience, ça fonctionne. La réalité s'aligne effectivement à ce qu'on demande, sauf qu'il faut pas être dans la demande, il faut faire comme si c'était déjà là. Comme si c'était déjà là, ça veut dire que vous êtes déjà dans la gratitude et c'est le sentiment de gratitude qui est en fait une fréquence, assez haute, qui va contribuer à créer un alignement et une cohérence à l'intérieur de vous. Et du coup, comme la réalité, je vais pas entrer dans les détails là, mais la réalité est une forme holographique. Enfin, c'est comme on vit dans une forme holographique de ce que nous sommes en réalité. C'est complexe la réalité, mais là j'ai toute la trame, donc je peux vous confirmer que c'est ça. C'est pour ça que votre réalité s'aligne à votre intérieur, en fait. Et donc si vous êtes dans la gratitude au moment de votre prière, c'est-à-dire, «OK, j'ai réussi à atteindre ça» ou, «Merci de m'aider à atteindre ça». Même ça suffit. «Merci de m'aider à me libérer de telle, blessure ou de tel état d'âme», et remercier vraiment sincèrement, c'est-à-dire vous y mettez du cœur dans votre prière, vous y mettez un sentiment profond de nécessité, mais en y ayant la foi que ça va s'accomplir, en fait. Au début, c'est pas facile puisque vous n'avez pas forcément de preuves que ça marche. Au fur et à mesure, vous allez voir que ça fonctionne, parce que c'est vous-même, hein, qui vous auto-créez le changement. C'est pas voilà, il y a pas de Dieu extérieur, on est d'accord, hein. C'est vous-même, mais vous-même dans une situation dans un comportement, une sensation, un sentiment de gratitude avec une intention, assez précise, vous allez voir que ça fonctionne extrêmement vite, en fait. Alors donc la gratitude, l'amour sans attente. Sans attente, ça veut dire l'amour inconditionnel. C'est, j'aime, l'autre, j'aime les autres. Ça fait monter votre taux vibratoire aussi. Pourquoi ça? Parce que ça fait fabriquer en fait des neuromédiateurs, la sérotonine, la dopamine et l'hormone de l'attachement par exemple. Donc c'est ce qu'on vit quand on a un enfant. C'est pour ça que c'est vrai qu'avoir un enfant, ça aide énormément à être dans cet amour inconditionnel. Si vous n'avez pas d'enfant et avoir un enfant ne suffit pas de toute façon, mais enfin, c'est vrai que ça crée un palier de gratitude. Enfin, moi, quand j'ai eu mon enfant, c'était la première fois de ma vie que j'avais un réel cadeau de la vie sans le demander en plus, sans le faire exprès. J'ai été dans une gratitude incroyable d'avoir ce cadeau, en fait. Et ensuite, donc si vous n'en avez pas, eh bien, c'est le fait d'aimer les autres qui va vous aider, au départ. Après, il va falloir apprendre à vous aimer vous, mais aimer les autres apporte énormément plus que d'être égoïste. Et en général, s'aimer vraiment soi-même, je crois que c'est pas possible chez un égoïste. Un égoïste qui a l'air bien, qui a l'impression de s'aimer, c'est pas du vrai amour. Il y a un truc qui est artificiel dans son amour de lui-même, je pense. Et si en tout cas il est pas capable d'aimer les autres, ça veut dire qu'il ne s'aime pas lui-même. Ça, c'est évident. Donc il faut, c'est plus facile d'aimer les autres, sincèrement,
que de s'aimer soi-même. Voilà. Aimer les autres, c'est un comportement altruiste, c'est un peu notre nature en fait, hein, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, on est une unité, on est vraiment un, c'est une seule et même conscience, on peut dire pour simplifier les choses. Mais quand on comprend la cosmologie que nous sommes, je peux vous dire qu'effectivement, il y a que du un. L'autre, c'est vous, etc. C'est vraiment une fractale de ce que nous sommes à l'origine, c'est-à-dire ce que nous sommes intrinsèquement, profondément, en fait. Notre réalité est juste le miroir de cette origine où vraiment on va parler d'une singularité. Ce n'est que ça. Voilà. Et c'est que des maths derrière, à peu près. Donc, du coup, c'est plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi. Donc, commencez par aimer les autres. Décidez d'aimer inconditionnellement tout le monde, par exemple. Voilà, il n'y a pas de la dualité, c'est vous qui choisissez d'y être. Vous pouvez choisir d'être dans l'unité, dans l'amour inconditionnel, pour justement changer d'état d'être et de réalité et de modifier ce qui se passe sur Terre. Si vous voulez créer la paix sur Terre, vous n'avez pas d'autre choix que de vibrer la paix. Ça sert à rien d'aller manifester dans la rue ou de faire la guerre pour créer la paix, quoi. C'est complètement insensé, en fait. Plus vous allez œuvrer pour le collectif, plus ça va vous faire du bien parce que vous êtes dans l'altruisme, donc vous êtes dans le don, donc vous êtes dans l'amour des autres. Donc ça, c'est bien aussi de faire des choses pragmatiques. Mais c'est surtout être dans la paix intérieure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manifester ou créer une association parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes en colère, parce que vous voyez les injustices sur Terre. Tant que vous vibrez l'injustice, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas créer la paix. On peut voir les injustices, je vois les injustices, j'observe les injustices sur Terre, et ça me permet, moi, de définir mes objectifs, mes buts de vie, etc. Je suis venue créer la paix sur Terre, c'est important pour moi. Ça donne du sens à ma vie, et voilà, moi, j'ai les souvenirs de ce que je suis venue faire, je suis venue faire ça, clairement. Mais pour moi, il n'y a pas d'injustice sur Terre. Vous voyez, je ne vibre pas, je ne ressens pas qu'il y a des injustices. Je vois qu'il y a des injustices, c'est pas pareil, c'est-à-dire je ne vibre plus l'injustice. J'ai arrêté de percevoir avec mon ressenti, c'est-à-dire de ressentir de l'injustice sur Terre, dès lors que j'ai fini de guérir mes propres blessures d'injustice. Si vous guérissez vos blessures, vous ne vibrez plus ces émotions-là, ces sentiments-là, et du coup, vous voyez ce qu'il y a, vous savez ce qu'il y a à faire, ça vous continue à vous donner la même motivation, la même ambition, etc. Mais vous ne contribuez plus à générer de l'injustice sur Terre, parce que tout ce que vous vibrez se projette dans la réalité. Donc chacun est responsable de ce qui se passe sur Terre. Je le répète, c'est super important. C'est ça aussi, avoir conscience. Bon, pour en arriver là, c'est vrai qu'il faut savoir ce que nous sommes et comprendre la loi du 1, etc. Ça aide énormément, et de comprendre l'effet miroir. J'en parlerai une autre fois plus en détail. Donc, bref, la gratitude, l'amour sans attente, la compassion pour les autres et pour soi, parce qu'après, il va falloir tout ramener à soi, hein, parce qu'il faut être toujours dans l'équilibre. Ça, c'est voilà, le Tao, le bouddhisme, toujours être dans l'équilibre. La voie du milieu, c'est vrai que c'est la plus importante. C'est je donne autant que j'apprends à recevoir. Pour les hyper altruistes, il y a vraiment des déclenchements de prise de conscience à avoir pour que vous appreniez à recevoir. Être dans le yin, dans le féminin, c'est la réception. Ok voilà. Donc résultat, si vous réduisez l'activité de votre amygdale, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de réactions émotionnelles automatiques, donc il n'y a plus des colères pour un rien quand je me sens agressée ou quand on me critique. Je ne vois même plus les critiques. Pour moi, ce sont des conseils et des aides uniquement. Voilà. Et en général, j'en attire plus, en fait. Alors qu'avant, je me souviens, il y a 10 ans, j'essayais de convaincre les gens de certaines choses, etc. Et ça m'agaçait. Et j'essayais de démontrer. Et bien ça, il n'y a plus ça. Vous n'essayez pas de convaincre les autres. Vous vous exprimez. Vous êtes dans le lâcher prise. Voilà. Vous faites ce que vous êtes, en fait. C'est vous vibrez, vous exprimez qui vous êtes et c'est tout. Il n'y a pas de contrôle sur les choses. Il n'y a pas de besoin
comment dire? C'est presque des besoins matériels, le fait de vouloir convaincre quelqu'un, c'est prendre l'ascendant sur, éventuellement la conscience de l'autre ou c'est être dans le contrôle, en fait. Et ben là, ça fonctionne pas parce que, si vous cherchez à contrôler, il y a une vibration du coup presque de colère ou d'envie, mais d'envie qui est, en réponse à, un besoin, en fait, et ce besoin, si on va bien chercher, c'est parce que ça nous met en colère hein, ou parce qu'on a peur que l'autre, il y arrive pas, que l'autre, il soit pas heureux. Donc derrière, finalement, c'est de la peur. Donc ça veut dire que vous vibrez encore la peur. Quand vous ne vibrez plus de peur, donc quand vous avez bien calmé votre amygdale et qu'elle fait plus son travail de attention, danger, parasympathique en action, sympathique en action, je veux dire, parce que ça, c'est le système nerveux sympathique, le fight or flight, c'est je combats ou je fuis. Bon, bah, c'est en réponse un peu à l'amygdale qui, elle, est là pour dire attention, danger. Mais parce que c'est juste un centre de mémorisation émotionnelle. Donc, quand on a épuré toutes les émotions du passé, bah, l'amygdale, elle se calme, qu'est-ce qui se passe? Donc moins de réactions émotionnelles, plus de sécurité intérieure, plus d'ouverture à la joie. Donc il y a vraiment, voilà, moins il y a de peur, plus il y a de joie. Hein, c'est mathématique aussi. Et il y a une capacité à aimer sans se perdre dans l'amour. Il y a une capacité à être aimé, je suppose, parce qu'il peut y avoir une peur d'être aimé, hein, tout à fait. Souvent, ça c'est dû pareil à des mémoires où on a aimé quelqu'un et finalement on a perdu la personne, donc on n'a pas envie de retourner là-dedans parce qu'on sait que ça crée de la souffrance. Bon, pareil, il y a vraiment un gros truc avec la souffrance à nettoyer. Donc je vous donne mon exemple précis. C'est moi j'ai vécu 8 ans de dépression, donc j'ai beaucoup souffert. Heureusement, il y avait des intermittences grâce aux médicaments, sinon ça aurait été très très long. Mais c'est une souffrance, la pire, hein, c'est une envie de suicide toute la journée, enfin c'est très très dur. Bon, c'est là où j'ai fait le plus de choses quasiment dans ma vie pour m'en sortir, donc parce que je suis vraiment une battante et quand même extrêmement courageuse, que non, j'aurais pu me suicider, je pense. Mais j'ai lutté, quoi. J'ai vraiment lutté pour ma survie. Mais après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'avais extrêmement peur de ressouffrir. C'est-à-dire donc du coup, le jour où il a fallu que je prenne une grosse décision, pour laquelle je ne savais pas du tout quelle allait être la résultante sur mon psychisme, sur mon état d'être. Est-ce que j'allais être heureuse ou est-ce que j'allais être dans la souffrance? Ce jour-là, c'était difficile. C'était genre, il faut prendre une décision et en fait, on se jette dans le vide. On sait pas du tout ce que ça va donner. Et donc je me suis dit: «Bon bah OK, tu sais quoi souffrance? Je suis prête. Tu peux revenir, je m'en fiche, parce que je sais que la souffrance, elle va me faire évoluer». J'ai compris que la souffrance, elle peut être bénéfique parce qu'elle va me permettre d'évoluer, parce que je vais trouver les moyens dans mon système, dans ma structure de pensée, etc., de perception des choses, de changer des paramètres de façon à élever mon niveau de conscience et donc à être encore plus heureuse. Donc j'ai dit, ok, j'accueille la souffrance si elle vient, du coup j'ai pu prendre ma décision, qui était une grosse décision, un changement assez radical par rapport à ma famille, par exemple, enfin à mon enfant. Eh bien, j'ai bien fait parce que une semaine après, je me suis retrouvée donc dans la situation numéro 2 et là j'ai eu comme j'ai eu vraiment un début d'alignement déjà à ce moment-là, en février 2024, où j'ai eu l'impression que mon âme se connectait dans mon corps, comme si mon corps, ma psyché vibrait une certaine fréquence et que mon âme était à une autre fréquence. Et tant que j'étais pas sur à peu près la même fréquence, ça s'alignait pas. Et là, j'ai senti vraiment un alignement. Waouh, j'étais totalement en paix dans mon présent. J'avais fait la paix dans mon passé déjà, hein, ça c'est important. J'avais fait la paix dans mon passé. J'étais dans la paix totale dans mon présent et j'ai senti un alignement, une bouffée de paix en fait profonde, hein. C'est de la vraie paix, c'est pas une paix qui dure un jour, c'est une paix qui se stabilise en fait, qui est ancrée. Donc ça veut dire que les structures du cerveau ont bougé, en fait, tout simplement. Parce que j'ai pris un risque de souffrir en accueillant, donc en étant dans la réception de tout ce qui est sans peur. En fait, j'ai vaincu ma peur, quoi, clairement. Et depuis, en fait, je n'ai jamais ressouffert, effectivement. J'ai eu des petites souffrances, bien évidemment, le long du parcours flamme jumelle, parce que bah, quand on aime quelqu'un conditionnellement, oui, au début, on est dans la dépendance affective, on est dans le manque, pas dans la dépendance affective pour ma part, parce que j'y étais pas
Enfin, j'y étais un peu quand même, oui. Mais j'attendais, quoi. J'attendais et il me manquait, bien sûr. Donc, du coup, j'ai eu des petits moments de souffrance, mais ça prenait peu de temps dans mes journées, en fait. C'était en termes de temps, voilà, c'était genre 30 minutes par jour, ce qui n'est pas beaucoup quand tout le reste de la journée s'écoule avec joie et avec paix, ça va, c'est tout à fait gérable. C'est pour ça que j'ai pas fait de nuit noire de l'âme, hein. Si vous êtes en parcours flamme jumelle et si vous n'avez pas fait de dépression ou de nuit noire de l'âme avant, vous risquez d'en faire une, c'est normal, c'est fait pour faire remonter vos sentiments profonds, inconscients. Conscients et inconscients, mais il y en a pas mal d'inconscients quand même. C'est genre culpabilité, sentiment d'impuissance, sentiment de non-droit d'exister, de non-mérite, d'avoir les cadeaux de la vie, etc. Enfin, tout ça, c'est la culpabilité. Il y en a beaucoup dans l'inconscient collectif, donc on se branche, on les capte, en fait, ces émotions qui vibrent là dans l'inconscient collectif. Donc voilà, faut épurer beaucoup la culpabilité en général, même si on n'a jamais rien fait de mal dans sa vie, hein. C'est impressionnant. Comment on peut ressentir beaucoup de culpabilité, mais par exemple, un viol ou un inceste, ça crée de la culpabilité. Donc si vous avez vécu ça, c'est sûr que vous avez de la culpabilité inconsciente qui va créer des maladies à un moment donné, hein. C'est clair, ça peut créer de l'anorexie, ça peut créer une dépression, ça peut créer un tas de choses. Ça peut créer aussi toutes ces choses-là dans l'enfance, vont créer des troubles style TDA, en fait, forme d'autisme aussi. Ça va créer voilà, des déséquilibres, des dyslexies aussi. Ça va créer tout un tas de trucs qui sont juste issus du système nerveux et de comment il fonctionne, hein. Donc tout ça, on peut le nettoyer, on peut l'enlever, ça peut se guérir puisque c'est juste dépendant des structures de notre cerveau utilisées et de notre système nerveux. Donc à partir de là, tout se modifie, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. L'anorexie, c'est pareil, hein. J'ai aidé une jeune femme de 20 ans, en un mois, elle est sortie d'anorexie dans laquelle elle était depuis 2 ans, avec 3 stages à l'hôpital, dont le troisième, sa survie était vraiment en danger, on était à moins 20 kilos. Donc en un mois, elle a récupéré en 2 mois, elle a récupéré ses 20 kilos, même un peu moins, je crois. Et voilà, parce qu'on a nettoyé toute sa psyché inconsciente, tous les programmes qu'elle portait qui n'étaient pas elle, hein, parce qu'on capte tous les programmes de nos parents aussi, enfin c'est un bon mix, hein, dans la psyché inconsciente, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Donc on en revient maintenant au système nerveux, de la survie à la cohérence. L'éveil spirituel, c'est avant tout un rééquilibrage du système nerveux, en fait, tout simplement. Donc on a le système sympathique, c'est fight or flight, donc la lutte, la fuite, le contrôle, l'hypermentalisation. Donc votre système sympathique, il va être plus ou moins activé en fonction de ce qui traîne encore dans votre psyché, inconscient et conscient. Si vous avez eu des blessures d'abandon de la maman, genre par suicide ou par tentative de suicide ou autre chose, mais en général il y a du lourd, hein, quand même, pour qu'il soit suractivé, ça crée un syndrome de stress post-traumatique quelque part, une enfance qui a pas été bonne parce que un ou les deux parents étaient pas ok, quoi, pas corrects, ils étaient pas équilibrés eux-mêmes et ils généraient en fait de la peur et éventuellement où il y a eu un départ d'un des deux parents, enfin du coup ça crée un abandon, donc un manque de reconnaissance de soi pour l'enfant, etc. Ça laisse beaucoup de traces qu'on appelle des casseroles et ça se guérit très facilement en fait. Ça crée un syndrome donc de stress et donc d'hyper-contrôle, c'est-à-dire on va contrôler absolument tout. Donc là, on ne sait pas ce que c'est que le lâcher-prise, ça, faut le travailler. En guérissant les blessures, c'est 10 fois plus facile de développer un lâcher-prise et après, il y a une dernière étape à faire au niveau de la conscientisation pour vraiment lâcher prise et là, tout devient fluide. Voilà. Et là, hop, le sympathique qui se tait, il est là juste vraiment s'il y a un gros danger. Et encore, je pense qu'on peut même l'annihiler complètement parce que la sagesse remplace la peur. On n'a pas besoin du tout de peur dans la vie, mais pas du tout. Quand on est adulte, en tout cas, et que voilà, on est aware entre guillemets. Déjà, notre corps, il a cette intelligence, donc de toute façon, il va nous faire faire ce qu'il faut au moment où il faut. Et en plus, notre sagesse, elle remplace complètement le besoin de ressentir de la peur quand il y a un danger. On a juste à voir, c'est comme l'injustice, je vois les injustices sur Terre, je vais œuvrer de façon à les réduire, mais je ne suis pas impactée, je n'ai pas d'émotion par rapport aux injustices, voilà.
Et comme ça, je ne nourris pas les mauvaises émotions qui traînent sur la planète et qui contribuent à ces guerres, à ces trucs, à ces injustices, etc. Voilà, tout ce que je vibre se reporte sur l'extérieur. Donc moi, je choisis de ne pas contribuer à ça. Voilà. Donc voilà, pour baisser le système sympathique, on l'a dit tout à l'heure, la gratitude, ça va agir, c'est-à-dire changer vos filtres de perception, hein. Le cerveau, c'est vraiment une machine, en fait. C'est en fonction de ce qu'il a vu dans le passé, hop, il se met des filtres et puis il garde les mêmes filtres. Donc c'est à vous de changer les filtres, hein. C'est comme si vous allez chez l'ophtalmo, vous changez vos lunettes, eh bien vous changez vos filtres. Ou comme une voiture, vous changez le filtre à huile tous les 2 ans. Et là c'est pareil, c'est à vous d'intégrer, ok, moi je veux arrêter de percevoir les choses comme ça, je veux les percevoir différemment, donc je décide, tac, je décide, et en général, je vais attirer une situation qui va m'aider à mettre en pratique. Et donc je vais mettre en pratique, et plus je vais mettre en pratique, et à un moment donné, je vais vraiment avoir le déclic, je vais capter le truc que j'avais pas complètement compris. Et donc en général, c'est de l'amour pour soi, de toute façon. C'est je m'aime ou je m'aime pas, en vrai. J'ai un problème. Un truc que j'essaie de faire depuis 10 ans, ça marche pas. Je m'aime ou je m'aime pas? Je m'aime. Donc ça veut dire que c'est pas un problème, ça veut dire que ma conscience est en train de m'aider à conscientiser quelque chose, à mettre de la lumière sur une ombre, sur un truc inconscient, un déni ou quoi. Ok, donc je vais comprendre, et en fait ce truc-là, si ça se trouve, il est là pour m'aider. Ce problème, il est vraiment là pour m'aider, pour un mieux, pour une situation mieux. Donc voilà, c'est aborder des filtres positifs. C'est pas être optimiste bêtement du tout, hein. C'est pas se mentir à soi-même. De toute façon, on se ment sans arrêt à soi-même, hein. L'illusion dans laquelle on vit n'est de toute façon qu'un ensemble de croyances, de perceptions, et donc de choix, de croyances. Donc quitte à ce que le mental égo il nous baratine un tas d'histoires qui nous font pas du bien, autant choisir les histoires qui nous racontent. Donc c'est ok d'apprendre à avoir cette croyance parce qu'elle va nous aider, ou à changer ses filtres, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein, et voir même le verre complètement plein, c'est encore mieux. C'est un choix, encore une fois. Le système parasympathique, en revanche, donc c'est le nerf vague central, et lui, il assure sécurité, présence, lien, paix. Donc c'est celui-là qu'il faut monter, c'est celui-là qui est activé quand on fait de la méditation de pleine conscience ou de bienveillance. C'est celui-ci qui est activé lorsqu'on ne fait pas de méditation nécessairement, hein. La méditation, c'est pas obligatoire, hein. Surtout si vous êtes assez actif et yang, c'est compliqué de faire de la méditation. Vous n'en avez pas, moi j'en ai pas eu besoin, voilà. Moi j'ai agi, c'est-à-dire que j'ai aimé, voilà. J'ai aimé, j'ai toujours aimé de toute façon, il fallait juste que j'apprenne à m'aimer. J'ai été dans le moment présent, j'ai appris à lâcher prise, vraiment, hein. J'ai eu un déclic, lâcher prise à la fin, c'était il y a 8 mois ça. Là j'ai commencé à être dans le flow, hein. C'est-à-dire mon champ de pensée était positif, hein, déjà. Mais je suis passée de quelqu'un de très négatif et pessimiste dans ma vie en général, enfin pas très, mais enfin j'étais quand même assez pessimiste, je croyais pas en la chance, etc. À quelqu'un d'objectif, j'ai envie de dire. Pas optimiste, mais objectif. Et donc mes pensées avaient déjà changé. Et quand j'ai vraiment lâché prise, c'est-à-dire, ok, moi que ça vienne pas, je m'en fiche, en gros. Moi, j'aimais juste mes intentions. J'aimais des intentions, moi, principalement sur des états psychiques que je voulais atteindre, en fait, hein, parce que je voulais faire mon éveil spirituel, je pense. Je le savais que j'étais venue faire ça sur Terre. Donc j'ai mis là-dessus, j'ai pas mis des choses dans la matière, parce que je suis pas très matérialiste. Enfin, maintenant, je le suis à nouveau, évidemment, parce qu'il fallait équilibrer. Mais en gros... vous mettez votre curseur là où vous voulez aller et ça y va tout seul en fait, hein. Vous êtes dans un véhicule et votre véhicule il vous emmène clairement à votre destination si vous savez observer, réceptionner l'information que vous envoie votre réalité. Vous avez aussi plein de signes, vous avez plein d'aides en fait de partout, c'est juste qu'avant vous ne les voyez pas. Mais les signes, les conseils, les machins, tout ça de la vie, que ce soit par d'autres personnes, ou des vidéos sur lesquelles vous tombez par hasard, ou n'importe quoi, ouvrir un livre, etc. Tout ça, vous l'avez toujours eu, c'est juste que vous n'y portiez pas votre attention. Quand on porte attention sur les signes, oui, on voit et puis on comprend bien les messages, et puis alors tout s'aligne, hein, tout est cohérent, c'est pas du hasard, c'est pas n'importe quoi comme message, sauf si vous manquez d'alignement. Si vous manquez d'alignement, c'est possible que vous ayez des messages totalement opposés à la direction que vous voulez prendre, hein. Attention, ça demande quand même un certain alignement
pour recevoir les bonnes guidances. C'est un peu comme des médiums. Il y a des médiums qui n'ont pas fait leur chemin et qui sont parasités, entre guillemets, et qui vont dire des trucs qui sont faux ou des trucs qui sont pas en harmonie, en fait, hein, voilà, parce qu'ils vibrent pas bien. Enfin, ils vibrent pas en cohérence, en fait. Il faut être vraiment cohérent. Donc le système parasympathique, voilà, c'est celui qu'il faut activer en se sentant en sécurité. Donc faire le travail sur l'enfant intérieur, c'est hyper important pour activer, équilibrer votre système nerveux parasympathique. Aller guérir la blessure de l'enfant, ça va énormément vous aider, c'est-à-dire, comme j'en ai parlé tout à l'heure de certains cas, vous allez dire la vérité à votre enfant intérieur. Vous allez le rassurer sur ce qu'il vaut, sur sa valeur, sur pourquoi il est là, sur qu'il a le droit d'exister, qu'il va avoir de la chance, que tout est bon, quoi, que vous l'aimez vous-même. Voilà, cherchez pas l'amour des autres. Voilà. Le but, c'est d'être indépendant de tout amour qui vient d'autrui. Vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas ça qui vous réveille. Ce n'est pas l'amour d'un autre qui vous réveille. C'est l'amour que vous ressentez vous pour les autres et pour vous-même. Il n'y a que ça qui fasse monter une vibration et une conscientisation vers une conscience de l'unité, vers un bien-être total, vers un bonheur intérieur. Ce n'est pas l'amour des autres. L'amour des autres va remplir vos besoins affectifs, mais du coup, tant que vous ne ressentez pas vous-même cet amour pour vous-même, il n'y a rien qui se fera. Donc certes, vous avez une belle réalité. Il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants, donc ça aide énormément hein, d'avoir des enfants. C'est clair que vous les aimez, donc du coup, ça les aide à aimer au moins quelqu'un de leur famille. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont s'aimer eux-mêmes. Et pour tous ceux qui n'ont pas ça, eh bien, dans tous les cas, enfin que vous ayez ça ou pas, de toute façon, ça change rien. Tant que vous ne ressentez pas d'amour pour les autres et pour vous-même, il n'y a rien qui bouge dans votre conscience, ça n'évolue pas. Donc l'amour des autres, ça sert à rien. En gros, ça sachez-le clairement, ça ne sert à rien. Seul ce qui compte est l'amour que vous ressentez. Voilà, qui va vers l'extérieur et vers l'intérieur. Puis c'est logique en même temps. Donc bref, l'amour inconditionnel active le nerf vague central. Donc voilà, avoir un enfant, ça crée un peu ça, mais c'est pas du tout suffisant. Mais c'est vrai que ça l'active. Pas avoir d'enfant, trouvez-vous une personne que vous arrivez à aimer inconditionnellement, par exemple, ça peut vous aider. Ou voilà, développer votre fibre altruistique. Moi, j'ai vraiment fait beaucoup de vidéos, enfin tout ce que j'ai fait là depuis 2 ans, je le fais gratuitement, c'est totalement altruistique en fait. Voilà, je passe beaucoup de temps pour les autres, j'ai aidé tous mes amis aussi. Je voulais qu'ils goûtent au bonheur que j'avais réussi à créer moi-même, donc j'ai eu cet élan. Puis de toute façon, je l'ai toujours fait, j'ai toujours aidé tout le monde gratuitement, bien que je sois thérapeute. C'est vrai que je suis pas passée trop au niveau business commercial parce que c'est ce qui m'anime d'aider les gens, parce que je veux que la terre soit heureuse, tout simplement. Bon c'était ça qu'il fallait que je recadre aussi, c'est arrêter de donner, parce qu'à un moment donné, il faut bien que je me nourrisse aussi. Il faut arrêter d'être dans le sacrifice, entre guillemets. On est dans le sacrifice quand nos besoins sont pas remplis, hein, ça c'est clair. Bon, voilà. Donc l'amour inconditionnel pour les autres, donc essayer d'aider les autres avec des vidéos, avec des trucs, avec des conseils dans la rue, n'importe quoi, tout ça, ça va vous faire ressentir, enfin vous décider d'aimer inconditionnellement tout le monde. Ça entraîne un ralentissement physiologique, une respiration plus ample dans le corps, une digestion améliorée, un sentiment de sécurité profonde. Ça, c'est quand même super intéressant. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait juste. Le fait d'aimer inconditionnellement quelqu'un ne crée pas forcément un sentiment de sécurité profonde tant que vous n'avez pas travaillé sur votre amygdale. Mais une fois que vous avez travaillé sur votre amygdale, plus vous êtes dans l'amour inconditionnel, et c'est vrai, plus vous êtes en sécurité, c'est-à-dire vous développez une forme de foi totale en vous, en l'univers, parce que de toute façon, vous êtes l'univers, vous marchez en un avec la vie et vous, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Et ça crée une ouverture du cœur, donc plus on aime et plus on aime, j'ai envie de dire. En tout cas, le cœur n'est jamais blessé en face d'une rupture, c'est le mental ego qui fait souffrir
C'est pas le cœur, il vibre que de l'amour, j'ai envie de dire, il peut pas vibrer de la haine, le cœur. C'est forcément le mental ego qui crée les distorsions, hein. Donc c'est l'esprit qui crée les distorsions. L'esprit qui n'est pas purifié et clair, qui n'est pas aligné avec ce que vous voulez être. Le réseau du mode par défaut, la fin de la rumination, donc le Default Mode Network est le réseau du vagabondage mental, de l'auto-référencement et des ruminations. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez des pensées en boucle, des pensées négatives, en je mérite pas, j'y arriverai jamais, c'est toujours pareil, je tire toujours des situations pourries, alors que je mérite pas ça, on peut se dire ça aussi. Sauf que tant que vous trouvez que les situations sont pourries, bah, vous vibrez la frustration. Donc continuez, vous continuerez à attirer des situations comme ça. Mais c'est surtout, voilà, je me sens pas capable, ou j'ai pas de chance, voilà, bah, toutes ces ruminations-là, ou ma vie, j'ai pas bien agi, je regrette des trucs. Alors tout ça, hop, il faut éliminer vraiment, ça ne sert qu'à vous autodétruire en fait et à vous créer une réalité qui reste alignée avec ça, hein, donc voilà, c'est votre choix. Donc pour enlever ça, bon, on en a parlé juste avant, quand l'amour, la gratitude et l'observation non jugeante sont intégrés, donc le non-jugement, voilà, c'est ça, c'est j'observe, mais je juge pas. Je juge pas, ça veut dire je ne ressens pas d'émotion, de culpabilité si je dis non à quelqu'un, par exemple. Voilà, je ne vibre pas de culpabilité. Si je dis non, c'est parce que pour moi c'est mieux et j'ai pas à me sacrifier pour l'autre. Sortez des sacrifices, hein, c'est que vous ne vous aimez pas si vous vous sacrifiez. Donc ça va pas. Voilà. Donc voilà, ne jugez pas, ça veut dire ne pas ressentir d'émotions type colère, peur, tristesse, injustice, etc. Ce réseau se désactive partiellement, donc quand vous êtes voilà, dans cet amour inconditionnel, la présence augmente, le mental devient un outil et non plus un tyran. Donc un outil, c'est votre mental ego, en fait. À la base, s'il n'est pas dompté, c'est lui qui règne en maître, hein. C'est lui qui a les pensées pourries, c'est lui qui dit tu n'y arriveras pas, ou tu mérites pas, ou etc. C'est compliqué, c'est difficile et tout ça. Tu n'as que ce que tu mérites, etc. Eh bien, ce mental ego, on s'en sert, en fait. C'est là où on reprend la souveraineté, c'est on va le recadrer. C'est un peu comme un animal ou un enfant, hein. Il est très très bête, hein. C'est la structure de votre cerveau, tout simplement. Donc, tant que vous lui donnez pas l'orientation, lui, il fait ce qu'il connaît. C'est comme un gosse, il voit en miroir, il répète avec les neurones miroirs. Un enfant, il répète le comportement de ses parents, en fait. C'est comme ça qu'il se construit, l'enfant. Donc c'est pour ça, ça faudra déprogrammer tous les programmes que vous avez eus dans l'enfance, c'est clair. Et votre mental, c'est vous, ok, là on va changer, vous lui parlez à la limite, hein. On va changer d'attitude, on va changer de perception, on va changer de pensée, c'est ok. Donc vous vous en servez parce que ça fait toujours partie de l'ego de vouloir s'éveiller. Effectivement, c'est un désir, donc c'est de l'ego entre guillemets. Je veux m'éveiller, je veux être heureuse, j'ai un désir. Tant qu'il y a du désir, c'est qu'il y a un peu de jugement quelque part et un peu de contrôle. Et bien vous vous en servez pour gravir les échelons petit à petit. Et crescendo, on va dire, on a de moins en moins de vrais désirs égotiques, puisqu'on rentre dans une forme de conscience unifiée pour le bien collectif, en fait. Donc on fait, c'est à la fois on fait les choses pour nous et pas pour nous. En fait, vous voyez, c'est un moment on est dans les deux. En fait, on œuvre pour le collectif, pour faire sa part de colibri entre guillemets, mais c'est automatique. Enfin, c'est notre essence en fait de faire ça. Et en même temps, bah, on le fait pour nous, parce qu'on aime ça, parce que ça nous fait du bien, parce que c'est notre mission de vie. Notre mission de vie, c'est ce qu'on aime faire comme activité, qui nous crée du bonheur, de la joie, etc. Ça vibre, et puis quand vous êtes dans la bonne mission, bah, tout est fluide et tout est facile, hein. Si vous faites un boulot qui vous plaît pas, qui est contre vos valeurs, laissez tomber ce boulot, trouvez votre voie. Si vous faites quelque chose où c'est pas fluide, ça veut dire que c'est pas fait pour vous, en fait, ce truc-là. Ou alors que vous manquez vraiment beaucoup d'alignement, ou qu'il y a un problème par rapport à l'argent aussi, ça c'est vrai, donc vous pouvez faire quelque chose et que ça vous rapporte pas d'argent, parce que vous êtes pas encore aimé à 100%, ou parce qu'il il y a une croyance limitante par rapport à l'argent, tout simplement. Donc il faudra virer cette croyance limitante. Donc,
Donc ce réseau de jugement-là, ça se désactive, la présence augmente, on sort de l'ego narratif et on entre dans la conscience observante. Pourquoi l'altruisme seul ne suffit pas? Donc ça, c'est un point fondamental. Aimer les autres sans s'aimer soi-même ne rend pas forcément heureux. Un altruisme non accompagné d'un travail intérieur, ça épuise, ça crée du sacrifice, ça entretient des blessures inconscientes, en fait, qu'il y a derrière, et ça peut mener à la dépression ou au burn-out. Parce que, en fait, vous allez donner votre énergie. Ça va sortir. Voilà, je donne mon énergie et à un moment donné, si moi je ne sais pas régénérer mon énergie, enfin en tout cas ou garder mon énergie, bon, psychologiquement c'est parce que vous donnez en gros, mais il y a quelque chose en vous qui est pas OK avec ça. Parce que vous-même vous n'êtes pas forcément heureux et épanoui, ou parce que vous donnez peut-être pour recevoir, pour être reconnu. Donc en final, ça vient nourrir quelque chose, c'est qu'il y a éventuellement une blessure, ou parce que en fait vous regrettez, parce que des fois vous aidez des gens qui ne méritent absolument pas. Donc du coup, c'est pas cohérent en fait. Il faut choisir qui on aide, hein. Il n'y a pas de jugement, on aime tout le monde, même les mauvais. On est d'accord, hein, les mauvais, enfin les méchants, je veux dire, les vilains sur Terre, on les aime pareil, parce qu'on a cette conscience qu'on est un avec le tout. Il n'y a pas de jugement à avoir, sinon vous allez encore émettre de la haine ou de la discorde avec des personnes sur Terre. Donc là, vous continuez à nourrir ça, vous continuez à nourrir la dualité. Sortez de la dualité parce que vous êtes un avec tout. On n'est qu'un champ d'information. C'est le même champ diffracté en plein de petites consciences. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, la vérité de ce que nous sommes. Voilà, on est une forme de singularité qui projetons avec des intégrales et des trucs, enfin c'est des maths derrière, j'expliquerai un jour. C'est très complexe. Mais en gros, on est un. Ça c'est clair. On est la même chose. Voilà. Et c'est assez holographique de façon métaphorique ce qu'on vit. Donc l'éveil n'est pas je donne tout aux autres, mais je me guéris, je m'unifie, et à partir de là, je peux donner sans aucun ressentiment en arrière-pensée. Genre, ah bah là j'ai perdu du temps, alors que moi j'ai pas assez de temps pour moi-même déjà. Ça peut être dépensé comme ça. Tant qu'il y a ça, le fait de donner, ça va pas aller parce que c'est pas fluide dedans, c'est pas cohérent quoi. Il y a une partie qui veut donner et une autre partie qui dit ouais mais moi j'ai pas donc comment on fait là? C'est voilà, donc faut arriver à équilibrer toujours je donne, je reçois, je donne, je reçois, que ce soit fluide en fait. Après, on peut passer son temps à donner. Le seul problème dans cette société, c'est l'argent, c'est clair. C'est quand on n'a pas d'argent, bah il en faut, sinon on peut pas vivre et manger. Donc, mais si on en avait, franchement, moi je ferais que des trucs gratuits, hein, c'est évident. Je passerais mon temps, ouais, à aider les gens gratuitement. Voilà, c'est clair. C'est quand il n'y a pas l'appât du gain ou que on n'a pas besoin d'argent pour se prouver qui on n'a pas besoin d'argent. Mais bon, on est encore dans une société où il y a l'argent et on en a besoin pour manger, etc. Et c'est ça qui pose problème en fait. C'est ça qui fait que si on donne, on donne, on donne alors que ça rentre pas pour nous au niveau matériel, ça crée un déséquilibre. Donc c'est là où il faut vous recadrer. Bon bah je m'aime, donc là je vais arrêter de donner tout mon temps aux autres gratuitement parce qu'à un moment donné, voilà, si j'ai pas de financement, je peux pas continuer à donner. Donc de toute façon, il faut rééquilibrer le vase, quoi. Donc le travail intérieur, c'est l'individuation et l'alchimie de la conscience. Donc c'est là qu'intervient Carl Jung, le processus d'individuation, donc que j'ai fait moi-même de façon entre guillemets pas inconsciente. C'est-à-dire j'ai appliqué l'effet miroir. Moi je savais qu'on était un. J'ai appliqué l'effet miroir pour travailler sur mes blessures et j'ai intégré tous les défauts et qualités de tous les gens autour de moi, notamment de la personne avec qui j'étais en relation flamme jumelle. J'ai pris tous ces défauts et je les ai ingurgités comme un trou noir qui avale tout. J'ai dit ok, ça c'est à moi, ça c'est à moi. J'accepte, j'accueille, j'accueille, j'accueille. Donc comme ça j'ai créé une unité, j'ai créé une cohérence en fait à l'intérieur de moi. Pareil pour les blessures, voilà, j'ai été chercher, ok, qu'est-ce qui reste comme blessure, tout ça, j'intègre. Et en fait, parce que j'ai pas lu les livres de Carl Jung, en fait, du tout, dans ma vie,
Mais je me suis rendu compte à un moment donné, la vie m'a envoyé une vidéo là-dessus et je me dis: «Waouh, mais c'est ce que j'ai fait». Bon, alors je sais pas comment j'ai fait à faire ça, mais c'est exactement ce que j'ai fait. De même que l'alchimie, c'est un processus alchimique. Je ne connaissais pas, l'alchimie, mais je suis tombée en décembre, hein, sur des vidéos qui expliquaient l'alchimie, qui expliquaient aussi l'hologramme, qui expliquaient aussi, la physique en termes dimensionnels de notre conscience. Donc moi, toutes ces choses m'ont aidé à intégrer la conscience de l'un en comprenant comment est-ce qu'on peut être un, en fait, exactement, ou comment est-ce qu'on peut faire ce travail intérieur de nettoyage des fréquences parasites, moi j'appelle ça comme ça. Voilà, donc j'ai eu les vidéos qu'il me fallait, en fait, parce que j'ai mis mes intentions, c'est je veux intégrer la conscience unitaire, on m'a envoyé les bonnes vidéos. Nickel. En un mois, du coup, j'ai tout intégré et on est vraiment un, là, il y a rien à redire. C'est quand on comprend ce que nous sommes, même si c'était pas tout à fait la vérité, c'est-à-dire que la personne qui expliquait, n'avait pas tous les tenants et aboutissants en termes de physique de ce que nous sommes, à laquelle on a aujourd'hui accès. Je pense qu'on est plusieurs sur terre à y avoir accès. Voilà, il y avait pas tout ça, mais il y avait suffisamment pour que mon cerveau, y comprenne que là, on peut pas faire autrement, on est un. Voilà, c'est tout. C'est juste qu'on nous l'enseigne pas à l'école, mais tout le monde devrait le savoir. Et tout le monde devrait en avoir conscience et ça aiderait tout le monde, en fait. Ça aiderait la paix sur terre, ça c'est clair. Donc bref, voilà. Faire ce processus d'individuation de Jung, c'est passer de l'adolescent à l'adulte et c'est ce que personne ne sait faire ou alors il faut toute une vie. Mais et encore, hein, il y en a qui meurent, ils l'ont toujours pas fait, hein, c'est évident. C'est pas évident à faire, comme ça instinctivement. C'est mettre en lumière les ombres, guérir les blessures, donc l'abandon, rejet, trahison, injustice, etc. Intégration de l'enfant intérieur, donc voilà, conscientiser cet enfant, le rassurer, etc., lui permettre d'être, de s'ouvrir, donc c'est aussi chakra de la gorge, pas mal, hein, c'est l'expression de qui vous êtes vraiment, sortir des conditionnements et des dépendances, etc. Chaque émotion récurrente est une information, un signal, une opportunité de reconnaissance de soi. Chaque émotion qui vous traverse, c'est vraiment une information, ça vous indique un truc que vous n'avez pas mis en lumière. C'est un signal, tiens, là, il faut bouger un truc dans ton cerveau, dans ta compréhension, de façon à ne plus revivre cette émotion. Elle te sert à quoi l'émotion, sinon qu'à te rendre compte de ton ombre, parce que c'est inconscient et que tu l'as pas mis en conscient, et que t'as pas modifié la façon dont tu fonctionnes et dont tu perçois les choses. T'as pas... voilà. En gros, ça modifie la conscience phénoménale, en fait. La conscience des ressentis, en final. Donc on travaille vraiment sur la conscience en faisant ce processus d'individuation de Jung et l'épuration de tous ces conditionnements et programmes qui ne nous appartiennent pas. Et donc chaque émotion permet de se reconnaître soi parce qu'elle permet d'intégrer quelque chose. Donc ce n'est pas supprimer l'ombre, c'est l'aimer, l'intégrer, la transmuter. Dès lors que vous aimez un problème, un défaut, un truc, c'est comme si on le transmutait, c'est-à-dire on accueille plus et moins. Et c'est là où on parle de champ du point zéro, c'est imagé mais pas tant. Quand on connaît la réalité, c'est pas tant imagé que ça. C'est vraiment ça en fait. C'est nous devenons nous-mêmes en fait. Et on est neutre en fait. Il n'y a pas de dualité dans nos deux vérités. Donc accueillir et aimer, c'est transmuter parce qu'on intègre. Alors la gratitude, problème et évolution de conscience. Un basculement majeur se produit quand les problèmes ne sont plus vus comme des punitions. Voilà, tous vos problèmes sont des tremplins d'évolution. Pensez comme ça. Un problème égale un tremplin. Il y avait une personne là où je travaillais quand je faisais un stage de pharmacie chez L'Oréal, par exemple, en 6e année. Il m'avait dit, mais dans la vie, il n'y a que des solutions. Voilà. Tout problème a sa solution. Il m'avait dit exactement, un problème est un cadeau dont tu n'as pas trouvé... un problème est une solution dont tu n'as pas vu le cadeau. Bon, bref, ça me fait penser au film La beauté cachée, c'est un super film à regarder. C'est ça, c'est de trouver la beauté du problème, entre guillemets. Donc le mot problème, il sort de votre vie, il n'y a plus de problème. Après, il n'y a que des solutions et que des tremplins, en fait. Et ça, c'est super important de l'avoir bien en tête et de le cultiver. Physiologiquement, la gratitude augmente la dopamine et la sérotonine, stabilise le système nerveux, donc augmente le parasympathique et réduit le sympathique, et renforce la résilience. Bon, la résilience, c'est l'amour, hein, finalement. C'est mieux l'amour. L'amour est continuer à agir, c'est pas accepter une situation
telle qu'elle est alors qu'elle ne nous convient pas, juste parce qu'on a cultivé sa résilience, hein. Alors ça, vous allez finir par faire un burn-out en faisant ça. Donc c'est aimer ce qui est sur le moment présent pour continuer à être dans la paix dans le présent, mais passer à l'action pour changer la situation, hein. Voilà, la résilience, c'est bien et c'est pas bien, mais c'est quand même, voilà, accepter tout ce qui est tout le temps. Mais ça veut pas dire j'accepte et je bouge pas. C'est j'accepte et je vais faire des mouvements, que ce soit dans mon cerveau, dans ma conscience ou des changements de décision, donc des changements de situation, de vie, pour aller vers, ce qui va me faire du bien, quoi. C'est ça, s'aimer, hein. Spirituellement, chaque difficulté révèle une part inconsciente, chaque choix conscient modifie la trajectoire du futur. Vous êtes maître, vous avez le libre arbitre de vos réactions émotionnelles finalement, puisqu'en faisant ce travail, vous n'avez plus de réaction émotionnelle, donc vous avez le libre arbitre de changer, en gros, et ce sont toutes vos décisions qui vont créer au fur et à mesure la trame temporelle sur laquelle vous évoluez. C'est pour ça qu'on parle de changement de ligne temporelle, parce qu'un changement de conscience crée un changement de vie. C'est comme si vous sautiez d'une orbitale à une autre, d'une ligne temporelle à une autre, parce que vous allez voir que le lendemain où vous avez fait un petit travail, par exemple, moi je fais des séances à des personnes, je leur fais 1 heure et demie d'information, donc en fait je recapte tout leur système nerveux par leur compréhension, hein, j'informe en fait la conscience, et du coup par rapport à ce que m'a dit la personne, les blessures et compagnie, et ça recadre, et le lendemain, sa vie, il y a des choses qui ont changé, c'est énorme. Le comportement des enfants, par exemple, peut changer. Parce que les enfants, ils vont refléter votre inconscient, vos comportements, vos sentiments inconscients. Et donc, si la personne, elle fait un travail sur la structuration de sa conscience et de ses perceptions, et ben, les enfants, ils changent de comportement, forcément, puisqu'ils s'alignent à vos sentiments inconscients. Donc voilà, il y a vraiment des trucs qui changent du jour au lendemain. Elle a trouvé un travail, enfin, il y a plein de trucs. Il y a son mec qui est revenu. Enfin, il y a tas de trucs qui ont changé. Bon, c'est un peu plus complexe que ça son histoire, mais enfin, voilà, sans rentrer dans le détail. J'ai d'autres personnes, ah mais complètement une autre vie quoi, et ça prend un switch de conscience. C'est un truc de fou en fait. Maintenant je fais des séances, j'ai pas besoin de vous faire revenir 10 fois. Moi, un thérapeute qui fait revenir ses patients pendant 2 ans, pour moi, c'est qu'il n'a pas fini son travail sur lui en fait, hein, c'est pas normal. Voilà, donc moi, mon conseil, c'est restez pas avec un thérapeute qui vous prend pendant 6 mois ou même 3 mois, c'est beaucoup trop long. Ces prises de conscience, elles peuvent être extrêmement rapides. Il n'y a pas de question de temps d'intégration. C'est votre conscience, si vous décidez qu'elle est prête, elle est prête. Et là, vous tombez sur la bonne personne qui vous aide à faire ces sauts de conscience et ça peut aller extrêmement vite. Mais extrêmement vite. Vous pouvez faire tous vos changements de perception, donc de conscience, en 1 semaine. C'est tout à fait possible. Le temps n'est absolument pas le truc impactant là-dedans. C'est juste une compréhension des choses et une intégration. Donc voilà, c'est tout. C'est ce que je veux dire. Voilà, j'ai pas besoin de faire 50 millions de séances pour aider quelqu'un, ça change tout de suite. Après, il y a la nuit joue. C'est-à-dire, il y a la prise de conscience, et moi je l'ai vécu pour moi, hein. Prise de conscience, hop, j'ai arrêté de percevoir un truc comme je le percevais 2 heures avant, par exemple. Après, en général, bah, je vais dormir, c'est la nuit. Et le lendemain, vraiment, c'est différent. Ça a changé, en fait. Donc, je pense que la nuit, vraiment, ça renforce la compréhension que j'ai faite et la prise de conscience que j'ai faite. Donc, j'ai fait un saut quantique de conscience, entre guillemets. Et le lendemain, c'est totalement intégré. C'est clair. Et je perçois plus du tout les choses de la même façon et mes comportements changent. Et ce que j'attire n'est plus la même chose, hein. Ça se voit surtout dans le relationnel, hein. Quand vous faites des prises de conscience, le relationnel, tac, ça s'aligne direct. Conscience de l'unité, du savoir à l'intégration, donc comprendre que nous sommes un ne suffit pas. La conscience de l'unité est une expérience neurologique, une perception corporelle, un état de cohérence globale. Voilà, on va intégrer qu'on est un, ça va modifier toute la structure, ça va activer le parasympathique, ça va faire aussi de la sérotonine parce que bah voilà, on sait ce qu'on est, et ça aide aussi de savoir ce qu'on est et qui on est. Donc le mental se calme, le corps est régulé, l'émotion est pacifiée, la séparation devient une illusion vécue comme telle, donc la séparation entre les gens, la séparation le voile de l'illusion, là c'est juste le voile de la séparation, comme quoi on n'est pas un en fait, c'est juste ça que ça veut dire, la Maya et compagnie.
De toute façon, on retrouve tout ça, ce que je suis en train de parler, on le retrouve dans les textes sacrés, dans les Upanishads, dans tous les trucs, on retrouve la même chose, c'est juste qu'on ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de neurosciences dessus et parce qu'il n'y a pas d'explication suffisamment rationnelle. Mais voilà, c'est hyper rationnel, donc effectivement, il y a des vérités dans ces bouquins-là. Tout le corpus hermeticum d'Hermès Trismégis, c'est pareil, il y a plein d'infos. Bon, j'ai demandé un résumé parce que j'ai pas tout lu, mais moi, j'ai juste lu la table d'émeraude et c'est vrai que j'ai percuté un tas de trucs en fait parce que j'étais prête à l'écouter ce livre. C'est très métaphorique, mais il y a aussi beaucoup de physique dedans en fait, de ce que nous sommes. Donc voilà, lisez des livres qui vous aident à ancrer votre conscience dans l'unité. Voilà, c'est ce que nous sommes. Point barre. À un moment donné, tout le monde le saura parce que on va finir avec la physique par démontrer tout le truc. Je pense que ça va être fait par la France avec les infos que j'ai, que d'autres personnes ont, voilà, on va réussir à démontrer tout ça, et au moins plus personne n'aura d'excuses pour dire ah bah non on n'est pas un, c'est pas fiable ça. Bah voilà, une fois que ça sera démontré avec de la physique, je pense que plus personne pourra rien dire, et du coup il y aura plus de guerre de religion parce que là c'est complètement incohérent, ces guerres de religion ça n'a pas de sens du tout. Déjà il n'y a pas de Dieu donc c'est complètement ridicule, et voilà, on peut continuer à parler de Dieu mais comme un ah bah tiens, je l'ai là. Dimension d'intelligence dans des états unifiés. Voilà, c'est quelqu'un qui a sorti cet acronyme-là. Bah voilà, Dieu, on va le transformer. C'est pas Allah, c'est pas machin. C'est dimension d'intelligence dans des états unifiés. C'est ça, Dieu. Et vous êtes tous Dieu. On est tous Dieu et on est tous un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà pour tout le monde. Moi je l'appelais la conscience, mais c'est pas vraiment ça. La conscience, ce n'est qu'une interface. Mais voilà, on est une dimension d'intelligence dans un état unifié à la base, et le but c'est d'enlever toutes les distorsions qui éloignent, qui séparent notre petite conscience de cette conscientisation-là. Voilà. Donc le futur n'est pas écrit, il n'existe pas un futur figé, mais une infinité de futurs potentiels. Chaque décision, chaque émotion, chaque état intérieur sélectionne votre trajectoire. La conscience projette une réalité qu'elle est capable d'habiter. Conclusion, donc, l'éveil n'est pas quitter le monde ou devenir gourou ou devenir ermite, hein, c'est pas ça. C'est donc ni nier la matière dans laquelle on est, ou refuser l'abondance financière ou quoi, c'est pas du tout ça. On s'éveille, on est dans l'amour. C'est incarner l'amour dans la matière. C'est unir spiritualité et pragmatisme. Voilà, faut être pragmatique. C'est recevoir autant que l'on donne aussi. Hein. Et c'est vivre la paix intérieure tout en créant dans le monde. Voilà. C'est pas je suis en paix, je médite toute la journée en envoyant des ondes positives à tout le monde. C'est bien. C'est bien, voilà, je l'ai déjà dit ailleurs, je crois. Il y en a qui sont venus faire ça, voilà, ça s'appelle des prêtres, normalement. Ou des bonnes sœurs. C'est très bien. Mais bon, vous n'êtes ni prêtre ni bonne sœur, donc vous œuvrez, vous faites des trucs pour vous et qui en général font du bien aux autres. Voilà, plus vous avez des activités de genre où il y a du relationnel, plus c'est agréable. Quelqu'un qui travaille dans les finances, sauf s'il crée un truc pour que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent aient des revenus passifs, là c'est intéressant, mais alors sinon, travailler dans la finance, comment voulez-vous que votre amour il soit exprimé ça n'a pas de sens, sauf si je vous dis, vous aidez des gens qui n'ont pas d'argent à gagner de l'argent de façon passive, comme ça leur donne du temps pour créer de l'art, ou etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de créer, mais alors on peut pas prendre le temps parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent en même temps. C'est compliqué, donc à la limite, alors tout ce qui est finance, etc., c'est juste, c'est même pas possible de... Enfin, là où il n'y a pas de relationnel et que de la finance, je sais pas comment font ces gens-là, quoi. Ils peuvent pas être heureux, c'est pas possible. Et pourtant, ils sont heureux parce qu'ils ont de l'argent, mais en fait, ils sont pas vraiment heureux, donc bon, c'est pas grave. Il en faut aussi, il faut de tout, hein. On n'est pas là pour les juger, mais moi, je leur donne ce conseil-là, c'est changer de boulot, hein. Résumé, donc. Non, bah, je viens de le faire, le résumé, en fait.
Donc voilà, ça va être grâce à votre relationnel, vous allez vraiment pouvoir évoluer en utilisant le miroir de ce relationnel. Pour les parcours dits flammes jumelles, voilà, ça existe, c'est pas New Age, non, 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 c'est 2 structures qui se reconnaissent, qui vibrent normalement à la même fréquence. Il y a des pôles, il y en a un qui est yang, il y en a un qui est yin, il y en a un qui devient runner, il y en a un qui devient chaser. Voilà, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Ça pousse le chaser à faire ce travail d'intégration et de restructuration de la conscience. Pourquoi ça le pousse? C'est pas automatique, hein. Si vous faites rien, il se passe rien. Ça le pousse parce qu'il souffre, hein. Donc pour sortir même de 10% de souffrance, il va devoir apprendre à comment je fais pour éliminer la souffrance et cette dépendance qui me saoule, parce que moi, ce que je me suis dit clairement, c'est mais mince, j'ai pas fait tout le chemin que j'ai fait avant pour me retrouver là avec 10% de tristesse dans ma journée, quoi. Je vibre la paix, la joie toute la journée, donc genre 23 heures sur 24, je suis dans la paix et la joie, et j'ai 1 heure de tristesse, et j'ai pas fait tout ce chemin, toutes les formations que j'ai faites, tout le travail que j'ai fait sur moi, les thérapeutes que j'ai vus, etc., pour me taper de 10% de tristesse. Donc j'étais motivée pour enlever la tristesse et la souffrance, clairement. Et donc après, le chemin, il est devenu, hop, j'ai tout remis vers moi, bah ok, moi je veux aller plus haut pour pouvoir aider le plus de gens. Moi, je fais tout dans des soucis altruistiques de base en général, mais en même temps, j'ai compris que ça m'aidait moi, parce que plus j'ai évolué et plus j'étais heureuse, donc ça c'était bingo. Mais mon moteur de base, moi, c'est aider l'autre. Et donc il y a des gens comme ça, le moteur de base, ça va être aimer l'autre, aider l'autre, et ben c'est ok, sauf que c'est juste à apprendre à se redonner à soi, et conscientiser qu'on est nous-mêmes, tout cet amour qu'on donne, c'est parce qu'on le vibre, et que on n'a pas forcément appris à recevoir, voilà. Ça c'est vraiment important pour les yang altruistes, faut vraiment développer ce féminin sacré, et c'est ce qu'on apprend avec la relation flamme jumelle, c'est aller récupérer son autre pôle en fait, et l'intégrer, le conscientiser, le vibrer, voilà, ça développe cette intelligence émotionnelle, hein. Moi je suis yang à la base, donc j'ai développé cette intelligence émotionnelle que je n'avais pas avant, quoi, et cette intuition que je n'avais pas non plus, quoi. J'ai une intuition que j'ai jamais perçue, parce qu'on a tout en nous à la base, mais on enlève les voiles, donc en fait l'intuition, bah maintenant je m'en sers. Alors qu'avant elle devait y être, mais je m'en servais pas. Voilà, donc ce parcours flamme jumelle, il est réel, utilisez-le pour ça. Ceux qui sont pas flammes jumelles, ça n'a aucune espèce d'importance. Les flammes jumelles ne sont pas des êtres à part du tout, c'est juste qu'ils ont la chance de tomber sur leur double structurel, en fait, opposé, pour faire évoluer leur conscience de façon beaucoup plus rapide qu'une autre personne qui tombe pas dessus. Mais ceux qui tombent pas dessus, c'est exactement le même parcours, le même travail. Donc vous avez peut-être moins de motivation à le faire parce que vous n'avez pas de souffrance. Donc là, ça demande une décision. Je fais ce chemin vers moi pour être heureux, pour aider la planète et pour m'aider moi. Voilà. Ou pour mes enfants, ou voilà. Des raisons, vous en avez plein, hein. Donc voilà, donc tout ce discours, je l'attribue pas qu'aux flammes jumelles, franchement, parce que j'estime que j'ai eu la chance de vivre ça, et que c'est pas, ça doit pas être juste destiné aux flammes jumelles, parce que c'est pas tout le monde qui est flamme jumelle, hein, qui rencontre sa flamme jumelle. Donc c'est valable pour les flammes jumelles, c'est clair, mais c'est valable pour tout à chacun qui a envie de faire monter son taux vibratoire et d'éveiller sa conscience complètement à l'unité en soi, et donc pour créer l'unité sur Terre. Donc c'est en fait valable pour tout bon citoyen qui veut créer un monde harmonieux et une forme de paradis sur Terre à un moment donné, ça va le faire, ça ne dépend que des consciences de chacun. Je le répète, chacun est impliqué dans ce qui est généré sur Terre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et beaucoup d'amour. C'est quand même le plus important. Ressentez de l'amour pour les autres.